Bonjour, Renald Fortier l'appareil, donc conservateur émérite au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada à Ottawa, qui est le Musée national de l'aviation et de l'espace canadien. Je vous accueille ce matin pour parler des Canadair de Canadair, en espérant que ça vous plaise, compte tenu de la saison qui est très importante, également très mauvaise cette année. Bref rappel géographique, je ne lirai pas les textes, c'est un petit peu ennuyeux, mais grosso modo, le Canada, pour pouvoir ici superposer sur l'Europe, le Canada est de la taille de l'Europe, avec seulement une fraction de la population, environ 5,3 pour cent. Donc, le Canada apparemment a atteint 40 millions dans les derniers jours. Donc, il y avait beaucoup de drapeaux qui se promenaient. 40 millions, c'est merveilleux, comparé à l'Europe qui en fait à peu près 750. Donc, mais quand même, c'est un territoire qui est très, très vaste, avec énormément de forêts. Parce que grosso modo, bon, 3,6 millions de kilomètres carrés de forêt canadienne, comparé aux 27 pays de l'Union européenne qui font 4,2 millions de kilomètres carrés. Donc, les forêts canadiennes sont pratiquement aussi grandes que l'Union européenne. Comme vous pouvez l'imaginer, les feux de forêt, ce sont des choses qui se produisent. Certains sont absolument énormes. Je vous rappelle ici, bon, enfin, la Belgique fait environ 30 500 kilomètres carrés. Donc, à peu de choses près, c'est 30 000 kilomètres carrés, comparé à des feux de forêt de 3,4 millions d'hectares, 2,5 millions d'hectares. On vous parlait à toute fin utile en 1989 ou 2014. À toute fin utile, c'est la Belgique qui a brûlé. Ce sont des feux qui sont absolument effroyables. Et l'année 1923, la saison a commencé tôt pour les feux de forêt. On craint que ce soit la pire de l'histoire du Canada. Des 11 provinces et territoires, enfin, il y a 10 provinces au Canada et 3 territoires, donc de ces 13 entités politiques, 11 ont été touchées à date par des feux de forêt. C'est inédit, on n'a jamais vu ça. Avec de grands incendies de l'Est à l'Ouest, Nouvelle-Écosse, Québec, Ontario et Alberta. Plus un feu est attaqué rapidement, plus on peut s'en débarrasser rapidement. C'est très important, la détection, l'attaque et la destruction. Il y a des pertes financières énormes, évidemment, mais le pire sont les pertes humaines. Parce qu'un incendie majeur peut tuer des dizaines de personnes. En Ontario, en 1922, il y avait eu 43 victimes officielles. En Ontario, en juillet 2011, il y en avait eu 73 officiellement, même si d'après des témoins, il y aurait eu plus de 200 victimes. À titre d'information, l'incendie de forêt le pire, enfin le plus meurtrier au Canada, ça a été en 1916 en Ontario. Il y aurait eu environ 225 victimes confirmées. C'est absolument épouvantable. Et même encore aujourd'hui, les feux de forêt, comme vous voyez dans la diapositive précédente, c'est énorme. L'idée de combattre les feux de forêt par la voie des airs, ça ne remonte pas hier. L'appareil qu'on voit là, c'est quelque chose qui avait été proposé en 1919, tout de suite après la fin de la Première Guerre mondiale, pour transporter des pompiers le plus près possible du site d'un feu de forêt. Donc, on détecte le feu de forêt à partir d'une tour ou enfin à l'horizon, un village, on voit quelque chose, ça brûle. On essaie de contacter les services gouvernementaux. Donc, les Britanniques avaient proposé ça pour utilisation en sol canadien. Ça n'a mené à nulle part, mais quand même, à toute fin utile, l'ancêtre des Canadair, c'est ça. C'est de transporter des gens le plus près possible du site d'un incendie avec un peu d'outillage sur des extincteurs portatifs, des pelles, des pioches. Au niveau canadien, c'est en 1924 que ça a commencé. Le même principe, transporter des gens vers le site d'un feu de forêt. Ce qu'on appelait à l'époque le corps d'aviation royale canadien, ce n'était pas l'aviation royale canadienne ou l'aviation royale du Canada qu'on voyait dans les journaux. C'était corps d'aviation royale canadien. Dans les journaux anglophones, il y avait le Royal Canadian Air Force. En français, ça avait été traduit CARC de façon plus ou moins officielle d'ailleurs. C'est une abréviation qui est demeurée jusqu'à vers la fin des années 1950. Bon, 1924, on commence à songer à la possibilité de créer ou de concevoir ou de produire quelque chose ici pour la lutte contre les incendies. Les ingénieurs militaires voulaient concevoir l'appareil. Ça n'a pas, l'idée a vite été modifiée. On ne peut pas faire ça ici. Demandons aux Britanniques. Les Britanniques leur ont indiqué que, bon, nous, au ministère de l'Air, on ne fait pas de conception. C'est l'industrie privée qui s'occupe de ça. Donc, le projet de conception d'un hydravion pour la lutte contre les incendies en 1924, c'est mort là. Par contre, 1925, la direction du CARC demande à Canadian Vickers, qui était un chantier naval à Montréal, qui avait une section aéronautique, pourriez-nous concevoir quelque chose
pour transporter des hommes et du matériel vers le site d'un feu de forêt. Est-ce que cette proposition-là, est-ce que cette requête-là était basée un peu sur le projet britannique de 1919? En fait, est-ce qu'on savait, est-ce qu'on avait entendu parler de ce projet-là au Canada? C'est possible. Est-ce que ça a inspiré ce qui s'est passé en 1925? C'est possible aussi, mais bon, on ne le saura jamais, probablement. Le prototype du Varuna, le Canadian Vickers Varuna, dont on voit 2 photographies ici. Premier vol, novembre, enfin, je ne lirai pas le texte, c'est très ennuyeux. Le prototype fonctionnait assez bien, moteur américain. Les 7 appareils de série étaient un peu plus lourds parce que l'armée de l'air voulait avoir un petit peu plus d'équipement d'outillage à bord. Un peu moins puissant aussi et avec une coque un peu plus fragile. La question des moteurs un peu moins puissants, c'est parce qu'à l'époque, le CARC voulait standardiser son équipement avec un moteur britannique, pas américain. Canada faisant partie du Commonwealth et le CARC, en théorie, travaillait en collaboration avec la Royal Air Force, comme l'armée canadienne travaillait en collaboration avec l'armée britannique ou la Royal Navy travaillait en collaboration avec la Marine royale canadienne. Donc, avec l'intégration au niveau de la formation, de l'outillage, des uniformes, c'était britannique. Donc, au niveau pour l'aviation militaire, c'était plus ou moins la même chose. On essayait d'utiliser des moteurs britanniques. On essayait surtout de standardiser avec un moteur qui était le Armstrong Siddeley Lynx, qui était malheureusement moins puissant que le Wright Whirlwind du Varuna initial. Donc, les appareils de série fonctionnaient moins bien que le prototype, ce qui est un peu curieux. Un problème supplémentaire, c'est que la coque était en bois. Donc, si vous passiez 2 ou 3 mois sur les rives d'un lac dans le nord de l'Ontario ou du Manitoba, la coque finissait par absorber un peu d'eau. Donc, à la fin de l'été, un lac est un peu petit, température un peu élevée, et un hydravion qui est un peu plus lourd, ça décolle moins bien. Donc, certains décollages vont être un peu ardus. L'appareil, théoriquement, ça fonctionnait. Le concept fonctionnait, mais l'appareil ne donnait pas entièrement satisfaction. Passant à autre chose, le Vancouver, Canadian Vickers Vancouver, coque métallique cette fois-ci, donc le problème d'absorption de l'eau avait été réglé. Encore une fois, utilisation de moteurs américains et britanniques. Cette fois-ci, en plus de transporter quelques pompiers, une demi-douzaine, leur équipement, il y avait également un canot repliable que l'appareil pouvait transporter. Donc, il avait été conçu pour transporter ce canot repliable. Appareil très réussi. C'est le dernier appareil conçu par Canadian Vickers avant l'effondrement de l'économie canadienne à cause de la grande crise économique des années 30. Ce qui s'est produit malheureusement pour le CARC et heureusement pour les provinces de l'Ouest canadienne, donc Manitoba, Saskatchewan et Alberta, c'est que le gouvernement fédéral a transféré la protection, le contrôle des ressources naturelles de ces 3 provinces-là aux gouvernements provinciaux. Donc, le CARC n'avait plus vraiment de raison de se rendre dans ces 3 provinces-là très, très souvent. Donc, 1935 environ, les Vancouver de série, Vancouver 2, sont devenus des hydravions de surveillance côtière armés. Donc, sur la photo du bas, on peut voir justement des anneaux portant une mitrailleuse. Ça devait être un petit peu venteux en vol, par contre, mais bon. Les Vancouver 2 sont demeurés en service jusqu'en 1940. Donc, ils sont demeurés en service pendant presque 10 ans. Très solides, très durables. Et en fin de compte, passons la période plus récente de la lutte contre les incendies. C'est en Ontario que ça s'est passé au début. Le petit hydravion ici n'est pas très impressionnant, mais grosso modo, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, vous prenez un baril à pétrole d'environ 200 litres, vous le placez dans le cockpit avant avec la plomberie pour pouvoir larguer cette eau-là. Apparemment, de la plomberie aussi pour capter de l'eau alors que l'hydravion se déplaçait sur l'eau pour remplir le réservoir. Et c'est un monsieur Carl Crossley, qui est un pilote ingénieur du Ontario Provincial Air Service, le service provincial de protection forestière, qui a eu une intuition brillante. C'est le bombardier d'eau, bombardier à eau, l'avion-citerne. Si les bombardiers alliés peuvent bombarder des villes entières, causer des destructions épouvantables, pourquoi est-ce que des avions spécialement équipés ne pourraient pas faire la même chose pour des feux de forêt? 1944, il fait des essais avec un hydravion pratiquement identique à celui sur la photographie. Ça ne fonctionne pas très, très bien, mais le concept, il y a quelque chose là.
Au lieu d'avoir un réservoir dans le fuselage d'un petit hydravion qui ne peut pas transporter grand-chose, pourquoi ne pas mettre les réservoirs au-dessus ou à l'intérieur de flotteurs d'un hydravion plus gros? À l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Les mettre à l'extérieur, au-dessus, on n'a pas à fignoler avec la structure des flotteurs. C'est également moins coûteux pour installer ça directement sur les flotteurs d'un hydravion. 45, un hydravion Norseman, similaire à ceux de la photographie. Enfin, les CFOBG et CFOB, autre chose. Enfin, le O, c'est une immatriculation qui identifie des appareils du service provincial ontarien. OBG, OBA, OBF, etc. Donc, le Northern Norseman apparaît très important au niveau canadien. C'est le premier avion de brousse entièrement canadien, prédécesseur du Beaver qu'on peut voir en haut sur la photographie. Et en 45 ou 45, au moment où la Seconde Guerre mondiale prend fin, M. Crossley lutte contre un feu de forêt près de Temagami, en Ontario. Demi-tonne d'eau, c'était un petit feu, donc ça a aidé beaucoup et ça a marché. Pour la première fois dans l'histoire, un incendie de forêt avait été attaqué depuis les airs. Malheureusement, la direction du service ontarien ne partage pas, enfin, je ne lirai pas le texte encore une fois. Et enfin, ces expériences-là ont pris fin pendant un petit bout de temps. Jusque vers 57, au niveau du même service ontarien, où un autre ingénieur navigant, M. Gill, a proposé de monter des réservoirs, encore une fois, de répéter les expériences que M. Crossley avait fait 12 ans plus tôt. Et cette fois-ci, ça a fonctionné, évidemment, comme par le passé. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une expérience qui a été ponctuelle. C'est une expérience qui s'est poursuivie avec l'installation de réservoirs sur des flotteurs d'hydravion comme le Beaver. On peut voir, on peut en voir un ici, CFOBS, avec les deux réservoirs montés sur les flotteurs, qui fait du largage d'eau. Ça fonctionne. Quand même, les charges utiles sont relativement limitées. On peut voir sur l'appareil, en anglais, on pourrait appeler ça un PBY Catalina. Au Canada, on les appelle des Canso. Donc, les Catalina canadiens, produits au Canada par Canadian Vickers, éventuellement à Canadair, et par Boeing of Canada à Vancouver. Canadian Vickers et puis Canadair se trouvant à Cartierville. L'usine se trouve près de Montréal à Cartierville. Bon, ces appareils-là, les Canso, certains ont été modifiés par une société montréalaise ou une société ontarienne pour installation de réservoirs internes, cette fois-ci, avec des écops permettant de prendre l'eau en faisant de l'écopage à haute vitesse au niveau de l'eau. Ces appareils-là, surtout ceux de Field Aviation, ont été utilisés au Québec, Terre-Neuve, de province canadienne, également en Europe, en Espagne et en France. Donc, c'est comme ça, j'imagine que les bombardiers à eau, les bombardiers d'eau ont fait leur apparition en France, c'est avec les Canso, des Canso canadiens, ou peut-être fabriqués aux États-Unis, modifiés par Field Aviation en sol canadien. Ça fonctionne bien. Donc, les services de protection contre les incendies en Europe et en Amérique du Nord sont quand même contents de ce qui existe. Bon, je ne dirai pas le texte encore une fois. Monsieur Gagnon, qui est la personne qui se trouve au centre de la photographie, propose à Canadair, au lieu de fabriquer un avion de brousse, on en a déjà quand même pas mal au Canada. Il y a des Otter, il y a des Beaver. Pourquoi ne pas fabriquer quelque chose d'un peu plus original, différent et qui nous serait utile à nous? Parce que les Canso commencent à vieillir et ils ont des capacités qui sont limitées, ça fonctionne bien, mais quelque chose qui fonctionnerait mieux avec une plus grande quantité d'eau. On va voir ici une brochure du projet, une brochure du projet original de Canada, qui est un hydravion flotteur, qui est devenu un appareil amphibie par la suite, parce qu'on considérait qu'un hydravion flotteur sur toute cette taille-là, au niveau de la capacité en eau agitée, ça pouvait peut-être laisser un peu à désirer. Bon, les bonnes gens de General Dynamics, General Dynamics, à l'époque, était la propriétaire de Canadair. Donc, originalement, Canadair était plus ou moins une société d'État qui a été privatisée après la Seconde Guerre mondiale, achetée par une société américaine, Electric Boat, qui est un fabricant de sous-marins, et par la suite devenu General Dynamics, un des géants de l'industrie militaire nord-américaine et probablement mondiale aussi. Il jugeait le projet plutôt vieillot, puis pas très, très prometteur. On n'allait pas fabriquer des milliers de ces appareils-là. Un peu vieillot aussi, parce que si vous regardez les capots des appareils, ce ne sont pas des turbopropulseurs, ce sont des moteurs à piston. À l'époque, les turbopropulseurs avaient une vitesse de réaction aux commandes qui était un petit peu plus longue que celle de moteur à piston. Bon, moteur à piston, réaction immédiate. Vous poussez
la manette des gaz et ça tourne. Un turbopropulseur, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, à 5000 mètres d'altitude, ça n'est pas dangereux, mais si vous êtes littéralement à 1 mètre de l'eau d'un fleuve ou d'un lac, vous voyez un billot ou un tronc d'arbre, le temps que vous poussiez la commande des gaz, 1, 2, 3 secondes, bon, vous avez heurté la souche et vous êtes mort. Donc, moteur à piston est beaucoup plus sûr à ce niveau-là. Merci beaucoup à la France. Ce qui s'est produit, apparemment, c'est un quiproquo. Donc, nous sommes prêts, bon, enfin, je ne lirai pas le texte encore une fois. Est-ce que les Forces armées canadiennes, parce qu'à l'époque, ce n'était plus l'Aviation royale du Canada ou le CARC, il y avait eu l'intégration des Forces armées, armée, aviation et marine dans les Forces armées canadiennes. L'armée de l'air, c'était maintenant le commandement aérien. Est-ce que le commandement aérien des Forces armées canadiennes avait vraiment besoin d'avions d'affaires Mystère 20? On peut se le demander, mais en fin de compte, bon, le gouvernement français a eu sa commande, le gouvernement canadien a eu sa commande. Tout le monde était content. Donc, Dassault devait être content et Canadair aussi. Visite d'une délégation française. Soit dit en passant, M. Paul Gagnon et M. William Gagnon, ou plus exactement William Gagnon, n'étaient pas parents. Donc, M. Gagnon, William, était anglophone. M. Gagnon, Paul, il était francophone. Deux familles, peut-être cousins éloignés, il y a 100 ou 150 ou 200 ans, mais pas des parents directs. On négocie et ça donne lieu à 2 commandes. On peut voir le prototype ici. L'immatriculation est un peu particulière. C'est à feu avec un X, X pour expérimental, qui est une immatriculation francophone. À l'époque, et ce n'était pas seulement à Canada, donc si vous regardez de nombreuses grosses compagnies américaines ou britanniques qui étaient basées au Québec, les travailleurs étaient francophones, mais la direction très souvent, ou une bonne partie de la direction très souvent était anglophone. La langue de travail au niveau de la direction très souvent était l'anglais. C'est dire méchamment un peu, au niveau du gouvernement fédéral en 2023, dans les ministères, très souvent, ça fonctionne encore comme ça. Donc, vous avez une demi-douzaine de francophones pour une réunion, vous avez 1 ou 2 anglophones. Quelle est la langue d'utilisation? Très souvent, c'est l'anglais. Parce que très souvent, les francophones parlent mieux l'anglais que les anglophones parlent le français, mais ça, c'est autre chose aussi. Il y a eu certains pépins ou certains problèmes au niveau de la mise au point. Donc, je ne dis pas que l'appareil était 1,50 m trop court. Il semblerait qu'au niveau de l'agencement des tiges de commande, il y avait peut-être un mauvais agencement au début qui posait problème et le pilote d'essai avait noté, il n'était pas du tout content à l'atterrissage parce que l'appareil avait été très facile, enfin, pas facile du tout à contrôler. Également, les moteurs à piston utilisés sur le prototype, c'était, bon, enfin, surplus de guerre. Donc, le Pratt & Whitney R 2800, très bon moteur en 1944. En 1967, les moteurs de surplus de guerre laissaient un petit peu à désirer. Donc, le Canada avait voulu sauver de l'argent et ça leur était tombé sur la tête. Avec les vols d'essai qui se poursuivent, il fallait quand même voir l'eau qu'on largue de cet appareil-là à une bonne vitesse, à basse altitude. L'eau va tomber où? Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Vous installez des gobelets, une multitude de gobelets sur un territoire, un terrain, et vous bombardez. Et une fois que le bombardement a eu lieu, vous donnez ça à une dame ou quelques dames qui pèsent les gobelets. Et probablement, je pense qu'ils utilisaient des ordinateurs pour faire les calculs ou pour créer les graphiques, même si les ordinateurs de l'époque, bon, enfin, c'est très avancé pour l'époque. Mais comparé à ça, enfin, le téléphone cellulaire que j'ai sur moi, c'est probablement 100 000 fois plus puissant que les machines que Canadair pouvait utiliser pour faire leurs petits graphiques. Et quand même, c'était ingénieux parce qu'en fin de compte, c'était la première fois que les gens de Canadair concevaient un bombardier d'eau. Et c'était d'ailleurs la première fois au monde qu'on concevait un appareil spécifiquement pour la lutte contre les incendies. Donc, le CL-215, c'est inédit. On n'avait jamais vu ça auparavant. Ce qu'on utilisait pendant les années 60, comme les Kanso ou pour d'autres appareils aux États-Unis, c'était des appareils convertis. Moins coûteux peut-être, mais qui n'avaient pas nécessairement été conçus pour ça.
Je ne lirai pas le texte encore une fois, mais ça a été ardu pour obtenir les commandes. Et M. Gagnon, en fin de compte, n'était pas entièrement satisfait de ce que Canadair avait fait. Et bon, changement de gouvernement en 70, diverses choses se produisent. Et en fin de compte, le gouvernement du Québec a décidé de prendre des CL-215. Ça, c'est en juin 70. Qu'est-ce qui se passe en France pendant ce temps-là? Je vous rappelle que la France avait commandé des CL-215 plus ou moins au même moment que le Québec, donc en 66. 69, remise du premier appareil. Ça, c'est probablement l'usine de Canadair à Cartierville où on fait une démonstration à bonne distance pour ne pas arroser les VIPs, les personnalités. Départ du premier. Monsieur Ragus, soit dit en passant, je vais regarder mes petites notes ici. Il est devenu une personnalité importante au niveau de la sécurité civile. Il est commandant technique du groupement aéronautique de la sécurité civile à Marignane. Et par la suite, il a joué un rôle dans l'acquisition des Firecat, des Grumman Firecat au début des années 80. Et arrivé du premier CL-215 à Marignane en France. Donc, le CL-215, ce n'est pas un appareil qui est très, très élégant, donc c'est très carré. Même les flotteurs en bout d'aile sont fixes. Bon, ceux du Canso, du Catalina des années 30 étaient repliables, enfin, rétractables ou repliables pendant les années 30, mais donc Canadair a jugé que c'était la fioriture, ça n'est pas nécessaire, flotteur fixe. Avec, peu à peu, avec l'arrivée de plus en plus de Canadair en France, remplacement des Canso de la protection civile, malgré, enfin, j'imagine que Canadair avait réglé les problèmes initiaux de l'appareil. Et d'après la protection civile, chaque CL-215 pouvait remplacer 2 ou 3 Canso. Donc, ils étaient très impressionnés. Parce qu'on parle d'un appareil qui fait environ, pas tout à fait 20 tonnes au décollage à terre, à peu près 17 tonnes décollage sur l'eau, pouvant transporter un peu plus de 5 tonnes d'eau, comparé aux 3 tonnes et demie d'un Canso. Donc, l'appareil de 215 était plus rapide, plus fiable, moderne aussi. Conçu pour ça, dans la coque était vraiment plus solide et rigide que celle d'un Canso. Et vous avez des magazines comme, bon, Aviation Magazine, qui n'existe plus aujourd'hui, que j'avais découvert pendant les années 70, quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais des cheveux. Probablement aussi la télévision française a dû parler de ces appareils-là lorsqu'ils sont entrés en service, surtout lors d'incendies, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que normalement, ces appareils-là, on les voit. On s'entraîne, d'accord, mais on les voit surtout quand ça va mal. Ils sont à basse altitude et qu'on les entend. Enfin, les moteurs assez bruyants, merci. Et avec, bon, la presse Montréal, bon, je n'irai pas l'article, mais en 70, les pires feux de forêt jamais vus en France. Donc, déjà à cette époque, le CL-215 commençait à se faire une réputation. Bon appareil, appareil essentiel, appareil nécessaire, appareil unique aussi. Bon, avant que je l'oublie, les écopes utilisées pour prendre l'eau, ça n'est pas le modèle initial. Le modèle initial est davantage circulaire. Fonctionnait bien, mais disons que celui-ci fonctionne beaucoup mieux. Donc, on parle d'environ 5 tonnes d'eau en 10 secondes. Donc, c'est avec, si jamais il y avait un peu trop d'eau qui entrait, il y avait de sorties sur le dessus du fuselage. Vous pouviez voir enfin, l'eau qui sortait au-dessus du fuselage s'il y en a un petit peu trop qui montait. Ça peut être largué en quelques secondes, de différentes manières, selon les besoins. Et ici, non. Aucun plongeur n'a été tué par un avion citerne. C'est une légende urbaine. Où ça a commencé, c'est difficile à dire. Donc, on peut retracer l'histoire du plongeur qu'on retrouve dans une forêt brûlée, soit par terre, soit empalé sur un arbre, avec son masque, les bouteilles. Grande surprise, choc des pompiers qui découvrent cette personne-là. Euh, Légende urbaine. Apparemment, au moins en 87. Et l'histoire, on la retrouve en Californie, on la retrouve au Québec, au Canada, on la retrouve en Espagne, au Portugal, en Colombie-Britannique, on la retrouve même en France aussi. Donc, ça circule beaucoup. Donc, la communauté des plongeurs et la communauté des équipages de bombardiers d'eau connaissent très bien cette histoire-là.
commande de CL-215, quelques appareils qui n'avaient pas été commandés par le gouvernement du Québec, parce que, bon, enfin, la commande avait été réduite de 20 à 15, si je me souviens bien. Une des premières commandes européennes, à part la France, ça a été l'Espagne. On peut voir ici le futur roi d'Espagne, qui était Philippe VI, si je me souviens bien. On peut voir en train d'enlever, de dévoiler un CL-215. Certains de ces appareils-là, commandés par l'Espagne, qui à l'époque était, bon, enfin, c'est encore Franco, le dictateur, in vino veritas, c'est que, bon, l'Espagne, il y avait beaucoup de vin, mais n'avait pas nécessairement beaucoup de dollars, parce que j'imagine que le Canada insistait pour être payé en dollars, peut-être même en dollars américains. Donc, un accord a été conclu. Bon, nous, les Espagnols, allons remettre du vin d'une valeur équivalente à celle des CL-215 qu'on achète à la Société d'État québécoise, la Société des alcools du Québec. Et bon, vous, le gouvernement du Québec, vous allez vous arranger pour que Canadair reçoive l'argent nécessaire pour payer les CL-215. C'est très curieux, c'est probablement un cas unique dans l'histoire de l'aviation, des avions en échange de vin. Ça a bien fonctionné pour les Espagnols parce que, bon, les vins espagnols vendus à la SAQ ont été appréciés par suffisamment de Québécois pour que la SAQ continue à commander des vins espagnols après que les CL-215 étaient payés à 100 %. Et aujourd'hui encore, à la SAQ, vous avez des vins espagnols dont certains existent sur les tablettes peut-être depuis plus de 50 ans parce qu'ils faisaient partie du troc avion 20 des années 70. Autre commande, bon, il y a eu le Japon. On a probablement oublié, je l'ignorais totalement. Le Japon avait manifesté un certain intérêt pour l'appareil, suffisamment pour que Canadair défraie le voyage d'un appareil avec son équipage jusqu'au Japon. On traversé le Pacifique, l'appareil n'avait pas une autonomie suffisamment longue, donc on a fait le voyage de la longue route, par une très longue route. Finalement, ça n'a rien donné au niveau japonais. Par contre, au niveau thaïlandais, ça a donné une commande de, si je me souviens bien, c'est 2 appareils, dont au moins un a été utilisé pour recherche et sauvetage avec le radar de nez. Donc, les couleurs de l'appareil, donc, avant que les avions de Terre-Neuve soient peints comme ils sont peints aujourd'hui, donc les CL-215 thaïlandais étaient probablement, opinion très personnelle, les plus élégants et les plus beaux. Donc, jaune, c'est bien, mais bon, c'est un petit peu... Bon. À cette époque-là, on parle des années 80, je vais déplacer le petit machin, 74, je m'excuse. 5 CL-215 commandés. Bon, M. Bourassa, qui est le premier ministre à l'époque, bon, c'est un petit peu vanté de ce qu'il avait fait. On reconnaît ici M. Valéry Giscard d'Estaing. Petite anecdote, M. Valéry Giscard d'Estaing était venu au Québec en 1948. Il avait enseigné l'histoire et je pense le français aussi au Collège Stanislas à Montréal. Il s'était lié d'amitié, enfin, il se connaissait un peu avec ce qu'on appelait, il s'est lié d'amitié avec une personne qu'on appelait à l'époque la reine du... je m'excuse. Il s'est lié d'amitié avec une comédienne québécoise qu'on appelait La Poune, qui était Rose Ouellette, qui est une personne très populo. Et M. Giscard d'Estaing, pour une raison ou pour une autre, s'était lié d'amitié avec elle. Et même lorsqu'il avait rencontré le premier ministre du Québec en 1976, il lui avait demandé « Et comment va La Poune? » M. Bourassa était complètement sidéré que M. Giscard d'Estaing, ce président français, connaissait cette dame populo qui jurait un peu fort parfois. Bon, revenons au CL-215. Ici, on voit la liste des pays et provinces qui utilisaient l'appareil. Il ne faut pas oublier qu'au milieu des années 80, ce qu'on appelait, le nom est très long, je vais le citer ici parce que c'est vraiment très long, c'est un programme fédéral-provincial de collaboration relative à la flotte nationale d'avions-citernes. Septembre 83, un accord où le gouvernement fédéral et les provinces, 6 provinces, ont acheté 29 appareils, 19 payés par le gouvernement fédéral, les 10 autres par les 6 provinces. On peut voir ici, enfin, Alberta, Ontario, Manitoba, Québec, Terre-Neuve, Saskatchewan, Territoire du Nord-Ouest et Yukon, 2 provinces aussi. Ces grands appareils-là qui ont aidé beaucoup Canadair à maintenir la chaîne de montage.
les provinces également très heureuses. Et c'est comme ça que Canadair a pu poursuivre la production de CCL215 pendant un certain temps. En fin de compte, on produisait cet appareil-là très, très rarement. Quand les commandes, par exemple, commandes espagnoles, commandes françaises ou commandes ces 30 appareils-là prenaient fin, la chaîne de montage commençait à accumuler de la poussière. L'appareil est excellent, mais ce n'est pas avec ça que Canadair faisait ses fins de mois. Mais ça n'est pas non plus le CL215 qui a acculé Canadair à la faillite. C'est le Challenger. Donc aujourd'hui, on dit Challenger, réussite exceptionnelle, appareil exceptionnel, c'est merveilleux. Oui. Au début, c'était un trou sans fond financier qui a acculé Canadair à la faillite. Bon. Le gouvernement fédéral ne voulait pas, ne pouvait pas se permettre de laisser Canadair couler parce qu'en 1976, le gouvernement provincial était en difficulté, il y avait des problèmes, bon, enfin, ça ne fonctionnait pas très, très bien. Et le Parti québécois, qui est un parti souverainiste, qui faisait la promotion de l'indépendance du Québec, sous la direction de René Lévesque, semblait sur le point de prendre le pouvoir. S'il avait fallu que Canadair coule à cause d'un manque d'intérêt du gouvernement fédéral, on craignait que le Parti québécois prenne le pouvoir. En fin de compte, ils ont pris le pouvoir quand même si Canadair a survécu. Changement de gouvernement fédéral cette fois-ci. Canadair qui avait été privatisé, on veut, pardon, Canadair qui avait été nationalisé, maintenant on veut privatiser. C'est Bombardier qui acquiert Canadair. Et c'est avec ça que Bombardier se lance dans la construction aéronautique. Donc, la création de l'empire aéronautique Bombardier avec Canadair, Lear, vous avez également Short Brothers en Irlande du Nord, et vous avez Diavelin Canada. C'est un véritable âge d'or qui commence avec, enfin, il y avait la division ferroviaire, la division aéronautique, la division produits récréatifs. C'était incroyable. C'est 60 000 employés au maximum. C'était stupéfiant ce que Bombardier faisait. Au début du 21e siècle, c'était le troisième plus important fabricant d'avions de ligne au monde après Boeing et Airbus, et était probablement un des plus importants fabricants d'avions d'affaires au monde. Les moteurs à piston du CL215 vont trouver de l'essence à haut niveau d'octane. Ça devenait un petit peu plus compliqué pendant les années 80. Également, l'essence au plomb, sauf erreur. Donc, c'était de moins en moins populaire. Donc, l'idée d'une version turbo-propulsée fait son chemin. Cette fois-ci, moteur canadien, Pratt & Whitney Canada, de la famille des PW100, avec quelques appareils avec moteur à piston convertis en turbo-propulsé. Avant que je l'oublie ici, Popular Mechanics, magazine américain, on parle de, est-ce que cette nouvelle génération d'appareils peut éviter un nouveau désastre californien? Le désastre en question, c'est un feu qui avait eu lieu en 93, qui avait été absolument dévastateur en Californie, près de Los Angeles. Ironiquement, Canadair essayait de vendre des CL215 aux Américains depuis des années, depuis les années 60. Ça n'a jamais vraiment marché. Curieusement, en 70, l'armée de l'air américaine a manifesté un intérêt pour le CL215. Ils voulaient s'en servir pour littéralement défolier les forêts vietnamiennes ou laotiennes ou cambodgiennes. Il n'y avait aucun appareil disponible, donc le projet est tombé à l'eau, mais on aura pu imaginer un monde parallèle où des CL215 volaient à basse altitude au-dessus des forêts du Vietnam en train d'envoyer du Agent Orange, du défoliant, produit horriblement toxique sur les forêts du Vietnam. Version turbopropulsée, le 415, Bombardier 415 également, Super Scooper, le Scooper, Scoop, c'est le ramasseur. Super Scooper, c'est le super ramasseur parce que, il pouvait transporter plus d'eau, 6 tonnes au lieu de 5, moteur plus moderne, l'équipement de bord était plus moderne, le système de largage de l'eau était beaucoup plus moderne. C'était une génération complètement différente du 215 original. Au niveau extérieur, il y a peu de différence, avoir plus ou moins une boîte carrée, mais au niveau intérieur, au niveau de l'équipement, beaucoup plus avancé. Le décembre 93, c'est également le 65e anniversaire de mon papa. Les livraisons se poursuivent jusqu'en 2015.
provinces canadiennes utilisent cet appareil-là. Les services civils et militaires de plusieurs pays utilisent ces appareils-là, une centaine. Donc, l'appareil de la photo du bas, Terre-Neuve et Labrador, quand je parlais de couleurs et marques plus jolies que le jaune, rouge et vert, c'est quand même, opinion très personnelle, c'est plus joli, c'est plus saillant. Mais le jaune est quand même très bien. On peut insulter nos amis français. En 2016, Viking Air acquiert les certificats de type des 415, 215T convertis et 215. C'est le début, enfin, cette vente-là fait partie de la descente aux enfers de Bombardier. Vous avez l'Empire qui s'effrite, donc les divisions ferroviaires, aéronautiques, en bonne partie, sont vendues. La division produits récréatifs est vendue. Et aujourd'hui, tout ce qui reste de Bombardier, ce sont les avions d'affaires. Ils ont même perdu la motoneige. C'est épouvantable. Opinion personnelle. Donc, version modernisée du 415 après la fin de la production. Donc, Viking Air crée une société, The Avalon, dont l'usine va se trouver en Alberta, pour produire le 515, le Firefighter, le pompier. J'avais trouvé quelque chose disant que l'Indonésie avait commandé quelques appareils en 2019, mais je n'arrive plus à, dans les articles plus récents, on n'arrive plus à trouver cette information-là. Donc, on mentionne que les premiers appareils, 22 ou 24, seraient livrés à des pays européens, avec début de livraison en 2027. Au début, on prévoyait 2026, mais il y a eu des problèmes au niveau du personnel. Bon, tout le monde a des difficultés de personnel, que ce soit les restaurants ou certaines usines, ou même dans les magasins, les grands magasins, essayer de trouver quelqu'un pour vous dépanner. Au niveau québécois, en tout cas, ou ontarien, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est la même chose en France. Au niveau des appareils, les CL515 commandés par des pays européens, bon, c'est bien ça, mais qu'est-ce qui se passe au niveau canadien? Je ne lirai pas le texte ici, mais en ce qui concerne le dernier mot, pantoute, c'est un québécois, un québécisme, qui veut dire pas du tout. Il ne le sait pas pantoute, il ne le sait pas du tout. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au niveau des commandes canadiennes. Parce qu'à date, aucune commande canadienne. Et même s'il y en avait une aujourd'hui, la livraison ne serait pas avant 2029-2030. La flotte aujourd'hui, 110 appareils, donc presque la moitié sont des Canadaires. Et donc, encore une fois, opinion très personnelle. Prions le feu pour que les feux s'éteignent rapidement et qu'il n'y en ait pas d'autres. C'est un vœu pieux parce que selon toute vraisemblance, ce qui va se passer en juillet et en août, ça va être pire que ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se passe en ce moment, c'est la pire saison jamais vue au niveau canadien pour les feux de forêt. Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? On peut malheureusement penser que ça ne va pas s'améliorer, que ce soit au niveau canadien ou européen, et que de plus en plus de forêts portugaises, espagnoles ou françaises ou italiennes vont brûler, de la même façon que de plus en plus de forêts québécoises, ontariennes, terre-neuviennes ou britanno-colombiennes ou manitobaines, albertaines vont brûler. C'est triste, mais malheureusement, je pense que c'est avec ça qu'il va falloir. Présentation dédiée à la mémoire de Maxime Sabourin. Maxime est une personne délicieuse, disparu prématurément suite à un petit accident d'automobile et décédé chez elle. Merci beaucoup pour votre attention et bonne journée à vous.